Salut à tous, épisode 5 avec les Wizards. On est donc à l'est de la NBA, on est en mode ère moderne, en MyNBA donc, et voilà, en fait on a terminé une saison déjà, avec une réussite un petit peu surprenante, en tout cas le titre pour les Timberwolves. Il faut dire qu'on avait un petit peu bougé sur le marché des transferts, et on avait essayé d'améliorer un petit peu le roster, toujours quand même autour des jeunes que l'on souhaite développer avec ces Washington Wizards. Et au moment de passer à la suite, je m'arrête quand même quelques dizaines de secondes sur le véritable tremblement de terre sur un certain plan que constituent les retraites de LeBron James, Chris Paul. Je ne vais pas accepter le départ de tout le monde. Par exemple, on va essayer de laisser Al Horford une année encore aux Celtics, et encore d'autres joueurs comme Brook Lopez, encore une année aussi à Milwaukee, après réflexion. Et donc c'est comme ça que on va refuser le départ à la retraite de certains, accepter celui des autres. Pour LeBron James, j'avais pas le choix parce que en tout début de partie, il avait déjà annoncé une tournée d'adieu, donc voilà, c'était sa dernière saison, 2024-2025 dans cette partie. Puis voilà, après il y a plein de vétérans encore qui vont prendre leur retraite. On va là aussi demander à Gordon Hayward de rester une année de plus. Et puis après il y a plein de joueurs pour lesquels c'est assez logique de les laisser partir, soit parce que désormais ils jouent en Europe, soit parce que ils ont atteint quand même une certaine limite d'âge. Vous voyez Evan Fournier par exemple, on laisse tranquille, hein. Voilà, la NBA c'est terminé a priori pour lui et pour d'autres. Donc ensuite, le Hall of Fame, bien évidemment, LeBron James avec 1574 matchs joués, presque 27 points de moyenne, aura bien mérité son retrait de maillot dans 3 franchises. Kyle Lowry, maillot retiré à Toronto, et Chris Paul, maillot retiré avec les Clippers, les souvenirs de Lob City. Puis après, en réunion de ligue, on va rejeter à peu près tout même d'ailleurs. Je tiens pas à changer quoi que ce soit, on va rester sur les bases de la saison précédente. Et on arrive tout naturellement à la loterie. Alors, la loterie, c'était surtout intéressant, je vous l'ai montré à l'épisode précédent, c'était surtout intéressant au regard de la situation de Utah. Ça c'était intéressant, mais pour Washington, il n'y a pas grand chose à en tirer, puisque ayant fait une bonne saison régulière précédente, on va avoir aucun choix à cette draft là. Donc c'était aussi pour ça un peu que je m'étais activé sur le marché des trades, parce que la draft 2025 c'était pas tellement une zone sur laquelle on pouvait vraiment miser. Et donc on aura, je vous ai montré dans une vidéo Utah qui est sortie avant cet épisode, il y a quelques jours. Je vous ai montré un petit peu comment est-ce que du côté du Jazz on s'est organisé, qu'est-ce que cette loterie a entraîné, et comment est-ce que la draft s'est passée. Donc on va la faire relativement courte. Je signalais auparavant que sur la saison qui arrive, on dispose de notre premier tour de draft. Donc si on était sur quelque chose d'assez catastrophique parce que le développement de nos joueurs prend du temps, c'est pas très grave, hein, on a le droit de se rater cette saison. Alors, pour la draft, il y avait un énorme joueur qui était annoncé, c'était Cooper Flagg, et comme je vous l'ai indiqué, il y a eu quelques mouvements qui se sont faits, mais il y a surtout eu un énorme trade parce que Jazz a voulu passer en choix numéro 1. Apparemment, les Hawks s'y sont retrouvés puisqu'ils récupèrent un excellent joueur pour aider Trae Young. Donc c'est ce trade-là que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Je le remontre parce que ça aide à contextualiser les forces et les faiblesses de chacun, et notamment du coup des Atlanta Hawks quand même renforcés assez considérablement par la draft 2025 et ses conséquences. Donc ça veut dire que Atlanta va être une équipe peut-être plus dangereuse qu'elle ne l'était
précédemment. Alors on y va. Donc j'ai effectivement été chercher Cooper Flagg à la draft 2025. Je pense que ce joueur, pour avoir joué quelques matchs là maintenant au moment où je vous parle avec le Jazz, ce joueur s'annonce comme on ne peut plus NBA ready et il est dément. Il y a déjà un profil qui est ahurissant en ce début de saison. Ensuite, on notera que Atlanta n'est pas du tout reparti bredouille, parce qu'ils héritent ici d'un arrière potentiellement ailier, de grande taille et de très très grand talent. Mais on peut aussi se dire que Hassan Nowell, le poste 4 recruté par Detroit, devrait vraiment beaucoup les aider. Et après, voilà, j'ai pas encore vu en action Igor Demin. On verra, ça viendra sûrement ici ou là. Et par contre, je peux vous dire juste une chose sans spoiler quoi que ce soit, c'est que Dylan Harper, qui a été pris en 5 par les Hornets, c'est très très violent. Voilà. Donc ensuite, pour le récap, on notera quand même que le Bahaméen Edgecombe est aussi peut-être une très bonne pioche pour le Jazz. Et après, les Nets, par exemple, sont allés chercher un jeune meneur, Fears, qui, pour le coup, a l'air vraiment intéressant. C'est un joueur, à mon avis, sur lequel on pourra compter. Et puis sinon, après les autres, voilà, je les connais pas tous. Si ce n'est peut-être un petit peu plus bas, on va regarder le récap. Donc voilà, si vous connaissez des mecs dont je ne connais rien, j'apprécierais beaucoup que vous me donniez votre avis sur un tel ou un autre. Après se pose toujours la question sur ce type de cas de est-ce que... Ouais, parce que Yankunas, il est vraiment pas mal. Ça, j'ai commencé à le sentir. Mais voilà, je les ai pas tous eu en face de moi ou testés manette en main. On sait jamais si les drafts comme ça créés par la communauté sont raccords avec le contexte de partie, ne vont pas venir tout bouleverser, parce que si une draft est trop forte en qualité, alors 2 ou 3 ans plus tard, finalement, cette draft va éclater la ligue, et c'est pas le but non plus, je vous l'avoue. Donc je sais pas trop, voilà, ce que ça peut donner. Les Clippers s'en sortent pas mal avec le petit Zikarski. Je le dis le petit, c'est affectueux. C'est un Australien, il fait 2m21, c'est un pivot. Ça peut être aussi un style assez remarquable. Bref, voilà. Donc on a donc assumé cette draft-là. Je vous en ai parlé. Je pense que elle est forcément excitante. Elle est forcément mieux que l'aléatoire avec laquelle j'avais démarré la partie. Et heureusement, je me suis repris parce que c'était juste pas possible d'en rester là. Alors, Naz Reid devra être prolongé. Il a refusé son option joueur. Et puis, on active celle de Koulibaly et d'Anthony Black. Pour ce qui est de Baldwin et du jeune Jonathan Davis, on va attendre un petit peu. On va regarder ce qui se passe par la suite. Parce qu'en fait, j'ai peur de me retrouver face à un embouteillage de joueurs auxquels je ne serais pas capable de donner suffisamment de minutes. Voilà, c'est un petit peu mon problème. Donc, comme j'ai envie de jouer le développement des jeunes, on peut avoir ce problème-là de ne pas avoir assez de temps à donner à tout le monde. Les principaux joueurs qui ont refusé mais qui vont prolonger dans leur franchise, c'est Irving, c'est Butler et c'est James Harden. Donc Middleton également dans ce cas précis. Donc ils vont tous prolonger, mais certains vont être monnaie d'échange dans des trades. Il y aura sign and trade pour, je crois, 2 d'entre eux. Alors on va voir ça plus tard. Pour ce qui est des offres qualificatives, donc que ce soit Champagny ou Vucevic, non, je ne conserve pas. On a suffisamment de joueurs. Et comme je vous le disais, à la limite, on en aurait même trop. Et donc, je veux donner la priorité à ceux qui sont là. Surtout que, donc, Naz Reid, qui fait on ne peut plus partie du projet en termes de pivot remplaçant, va hériter tout naturellement d'une prolongation. Il va avoir une prolongation avec une quinzaine de millions par saison.
Je lui ai mis 5 années, mais la dernière est en option joueur. Donc ça me paraît être un très très bon deal. Hein. 15 millions par saison pour un joueur comme Naz Reid. C'est une bonne affaire. Je le verrai plus à 20, pour être très très franc. Mais bon, voilà, il a été peu gourmand. Ça pourra peut-être nous aider par la suite. Je vous parlais de trade qui pouvait avoir lieu. Je vais me lancer dans un trade. Je vais envoyer Isaac à Brooklyn. Pendant ce temps, Ben Simmons va aux Clippers et Derrick Jones rejoint les Wizards. Voilà, c'était un petit deal entre poste 4 qui m'intéresse pas mal. Comme ça, je ne vous propose pas de doublon avec ce que je propose dans d'autres parties. John Isaac s'en va. Il va aller aider Brooklyn, donc il reste quelque part un petit peu à la maison. Mais avec Derrick Jones, on aura quelqu'un qui sortira du banc derrière Alexandre Sarr, et ça devrait être plutôt sympathique. Bon, les 3 équipes sont les miennes, hein, donc le deal triangulaire, il est quand même pas difficile à constituer. Il fallait juste que je réfléchisse un peu à qui aller à quel endroit, et puis ce qu'on pourra voir, c'est que donc voilà le récap de ce trade. Et puis je vous parlais d'un sign and trade. Voilà, Jimmy Butler est également allé du côté des Nets, pendant que D'Angelo Russell est allé aussi du côté des Nets, donc ils renouvellent un petit peu leur effectif. Ils avaient pas mal de marge pour absorber du salaire, donc on en profite. Et en échange, ils envoient 2 premiers tours à Miami et un 2e tour aux Lakers, ainsi que Dennis Schroeder, Pat Connaughton et Dorian Finney-Smith pour faire une sorte d'équilibre. Donc voilà, hein, c'était soit ça, soit le 8 perdait Jimmy Butler contre rien. Donc il vaut mieux ça que rien, puisque par contre les Nets avaient la marge pour signer Butler en sec et sans sign and trade. Donc geste de générosité de la part des Nets et de Butler à l'encontre de Miami. Ensuite, un petit peu plus tard, je vais quand même prolonger Kira Lewis, qui reste un éternel projet non développé à ce stade. C'est la même chose pour Patrick Baldwin. En revanche, je laisserai free agent Johnny Davis. Et puis, que dire d'autre ? Il y a encore plein de joueurs qui n'ont pas trouvé preneur à ce stade-là, mais ça ne me concerne plus parce qu'on est blindé. Regardez, on a nos 3 meneurs. Donc évidemment Anthony Black sera titulaire devant Cole Anthony, c'est son tour désormais. On aura Koulibaly aussi qui sera titulaire devant Kispert et Carrington. Et puis McDaniels sera titulaire sur l'aile, mais on n'oubliera surtout pas de donner des minutes à George. Et en revanche, pour Jones, je pense l'utiliser en backup de Alexandre Sarr, lequel ne tardera pas à progresser, vous allez voir tout ça. Je vais garder ma raquette aussi inchangée, parce que je trouvais qu'elle était très très forte. Naz Reid titulaire, mais avec un gros Valanciunas qui sort du banc. Ça me paraît assez évident. Donc avant même la fin du marché, on a fait ce qu'on avait à faire avec ces Wizards. On peut aller regarder maintenant les progressions. Alors les progressions, elles sont assez sympathiques. On a Koulibaly qui a pris un joli +5, mais on va d'abord prendre les choses dans l'ordre. Anthony Black monte à 79, c'est parfait. Cole Anthony à 78, écoutez, ça nous fait notre paire de meneurs. Je pense qu'on n'a pas beaucoup mieux à espérer. Lewis rentrera quand il y aura la place. Koulibaly a bien progressé, je le disais, toujours titulaire en vue. Par contre, Carrington a bien progressé, il va pas falloir l'oublier. Celui-là, qui Kispert aussi, mérite des minutes. Jaden McDaniels, c'était un élément essentiel, sinon je ne serais pas allé le chercher. Le petit Suisse, George, jouera. Il a déjà un profil de 3&D intéressant. Alexandre Sarr, +7. Il est monté de 75 à 82. Donc le projet nous plaît, évidemment. C'est pour ça qu'on joue cette partie notamment. C'est pour Alexandre Sarr. Après, Valanciunas a tout petit peu perdu, c'est normal. Il rentre en phase de régression, puisqu'il a largement dépassé son apogée. Et il commence déjà ce que le jeu appelle le déclin. Et voilà, on va passer à la saison suivante, donc tranquillement, non sans s'attarder à télécharger la classe de draft suivante, proposée par la communauté. En fait, j'avais donc la 2025 de Jack Move, là on passe à la 2026 de Jack Move.
Donc on va continuer dans le même esprit. Est-ce que ce sera cheaté? Ben écoutez, tant pis. Hein. Si c'était le cas, tant pis, tant pis. Tournée d'adieu en vue pour Russell Westbrook, dont ce sera la dernière saison. Je me suis permis de le rappeler au moment de la retraite des joueurs en juillet d'avant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'est passé assez rapidement. Et puis, on va essayer de constituer une rotation avec tout ça. Donc, le principe, il est simple. Je pars dans l'idée de donner du temps à un maximum de joueurs et peut-être essayer de faire une saison sans avoir trop de blessés si je ne fais par exemple jouer que 27 minutes mes titulaires. Alors certes, pour les stats, c'est pas terrible, mais par contre, pour la faculté à ne pas se blesser, c'est quand même assez précieux. Donc voilà, Carrington, Jones, Anthony, Kispert, Valanciunas et George, comme je vous le disais, vont hériter de minutes en sortie de banc qui seront très très importantes, parce qu'en fait, certains ont un niveau très proche du titulaire, donc en fait, on a là quelque chose d'assez satisfaisant, avec un bel équilibre. Après, j'ai été réglé le mentorat, j'ai été réglé l'entraînement individuel, pas de problème. Et puis ensuite, on a basculé vers un premier match. Ce sont les Sixers de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George qui se présentent à nous. Mais en vérité, regardez bien, pour son grand malheur, Joel Embiid est blessé en tout début de saison. Il va revenir sous peu, mais nous, on ne l'affrontera pas sur ce match-là. D'ailleurs, Philadelphie a déjà perdu 2 matchs sur 2. Et puis, par contre, le duo Maxey-George, là, je peux vous rassurer direct, ils sont bel et bien présents. Hein, tout va bien. Et ils sont même plus que présents, ils sont chauds comme la braise. Donc voilà, on va affronter notamment Jared McCain et Dédé Drummond, ainsi que Caleb Martin. Donc à voir, c'est quand même une équipe prenable hein, quand on regarde. Ok, il y a PG, il y a Maxey, mais en dehors de ça, il n'y a quand même pas de quoi trembler. Donc j'espère qu'on va être un petit peu à la hauteur. Et ce qui va pas mal m'intéresser sur ce match-là, c'est mon manque d'adresse sur les shoots ouverts. J'en ai plus que... Là, pour le coup, je vais vraiment atteindre un taux d'insatisfaction et de frustration qui va être assez maximal, surtout qu'en face, Tyrese Maxey nous fait la chanson, il met les 7 premiers points. Et regardez, on a beau avoir des shoots ouverts. Alors, si ça va, je râle pour rien, parce que là, je vous en ai montré 2 sur 3 qui sont rentrés, avec Alexandre Sarr et Cole Anthony. Mais vous allez voir à quel point on va être en frustration dans ce match, qui va être beaucoup plus compliqué que prévu. Donc là, par exemple, c'est juste une optimisation des 2 secondes restantes. Donc, je ne vais pas râler, prenant un 3 points raté derrière la ligne, hein, enfin 2 mètres derrière la ligne. Hein. Mais en revanche, vous voyez, donc j'ai sélectionné des actions sur lesquelles on aurait pu espérer que le ballon rentre, et ça n'est pas le cas. Donc voilà, c'est la petite séquence, je râle un peu. Ici, Naz Reid, franchement, ça peut rentrer tous les jours. Et juste pour dire que la sélection de shoot que je fais, honnêtement, j'essaye de faire des efforts pour prendre des shoots qui sont pas dégueulasses, mais à l'arrivée, je suis très rarement payé, même si, bon, voilà, en ce début de match, ça va encore. Hein. C'est après qu'on va connaître la disette durant, on va dire, la fin du deuxième et également le troisième quart-temps, où on va être en disette absolue, alors qu'on prend toujours des shoots de qualité. Et en face, par contre, ils prennent des shoots contestés et ils rentrent. C'est ça le truc. C'est que les badges ou les insignes de Paul George, entre autres, nous font excessivement mal. On arrive quand même à se maintenir devant. Honnêtement, on est vraiment favori sur ce match. Faut pas rigoler. Hein. Et ici, vous voyez, ce shoot, il aurait dû rentrer. Et celui-là qui arrive de suite avec Naz Reid, on aurait quand même aussi espéré en rentrer au moins un des 2. Et au lieu de ça, on va se faire embarquer dans un match, du coup, forcément plus compliqué que prévu. Celui-là, je râle pas parce qu'il y a Paul George qui conteste. Je trouve qu'il est logique de le rater. C'était un mauvais shoot. Et on va se faire embarquer en prolongation sur un match qu'on aurait dû maîtriser normalement et remporter bien avant la prolongue. Donc c'est ça qui me déplaît au plus haut point. Après un échange de 3 points, en cette prolongation, on va faire confiance à notre meneur titulaire, Anthony Black, qui a franchement tout en main pour prendre une énorme dimension
la pénétration, suivi du shoot à 2 points long. Et encore une fois, on lui laisse la balle. On va jouer avec l'écran de Valenciunas pour un joli panier près du cercle de ce dernier. Voilà, l'écart est fait. Le reste se jouera au lancer franc. Toujours sympa de distribuer quelques petits points à ceux qui ne marquent pas autant. Je fais rentrer Anthony pour le fall game parce qu'il est un petit peu meilleur. C'est comme Kira Lewis, un petit peu meilleur au lancer que ne l'est Anthony Black. Voilà, c'est le seul défaut d'Anthony Black à ce stade-là. C'est qu'au lancer franc, il est moins performant que les deux autres. Mais à part ça, il est exceptionnel. Donc, une remarque au rebond offensif, quand même, on a subi la loi de Dédé Drummond. Et ça me casse les pieds, pour être poli. Ça me casse les pieds. Ces deux aspects du jeu, les deux que je vous mentionnais, l'adresse à 3 points alors que tu as des shoots ouverts. Donc là, franchement, ça peut être à des moments très très frustrants. Et deuxième paramètre hyper frustrant, le rebond offensif. En gros, vous l'avez compris, rien n'a changé sous le soleil de NBA 2K. C'est pas parce que le My League est devenu un My NBA qu'on ne retrouve pas les mêmes caractéristiques pour ce mode de jeu. Mais je suis quand même content d'avoir le My NBA, je le précise. Ça n'a quand même rien à voir, c'est beaucoup plus sympa que le My League. Ensuite, on voit que des re-signatures sont possibles. Eh bien écoutez, alors puisqu'elles sont possibles, avant ça l'aurait pas été. Normalement avant le CBA précédent, tu ne pouvais pas signer à ce moment-là pour une extension de contrat. Ici, c'est rendu possible. Et je m'aperçois d'abord que Coulibaly et Black sont excessivement gourmands. Après, de l'argent, on en a. Mais il va falloir accepter de sortir de l'argent puisque ces deux mecs-là font partie du projet. Heureusement, Cole Anthony n'est pas gourmand. Il est, je dirais, sur un salaire, mais d'une modestie qui frise le déraisonnable. Donc, je prends. Pourquoi ? Parce que je vais devoir payer très très cher Anthony Black et encore plus cher Bilal Coulibaly. Donc, pour Anthony Black, qui est d'accord de re-signer, on va pas attendre. Des fois qu'il change d'avis, on va lui proposer un salaire assez conséquent autour de un petit peu plus de 26 millions par saison, ce qui est quand même une vraie somme, mais qui après, à l'échelle de ce que va devenir le salary cap en NBA, deviendra bientôt un bon contrat pour un joueur de ce niveau-là, surtout avec une promesse de progression aussi assez importante. Celui qui est encore plus gourmand et qui quand même va nous arracher le cœur un peu de par l'argent qu'on va être obligé de lui donner. Mais bon, voilà, fait partie du projet. C'est comme Alexandre Sarr, il faudra lui donner l'argent qu'il mérite, ou en tout cas celui qu'il veut, parce que je ne veux pas le perdre. C'est Bilal Coulibaly, avec lequel je vais trouver une entente autour des 35 millions par saison. C'est quand même énorme pour un joueur qui possède d'innombrables qualités, mais quand même ne score pas comme quelqu'un qui est payé 35 millions par saison score en temps normal. Bon, voilà, on va dire que c'est le côté atypique de notre effectif. C'est que Coulibaly sera très très grassement payé, et puis ce sera le cas aussi de Anthony Black. Bref, voilà, comme Jaden McDaniels aussi est très très payé à ce moment-là déjà. Donc, ok. C'est un peu frustrant pour Naz Reid parce que du coup, le mec, c'est vraiment un smicard par rapport aux autres. Et il y a de quoi se frustrer. Deuxième match que je vous propose, je les joue là au début, j'ai besoin de sentir l'équipe parce qu'elle a très faiblement évolué, puisqu'on a juste troqué Isaac contre Derrick Jones, mais quand même les joueurs ayant progressé et ma rotation s'étant adaptée à cela, j'ai besoin de sentir un petit peu comment ça se passe. Besoin également de vérifier les tendances que je vous décrivais juste avant, que ce soit cette espèce de scandale au rebond offensif de l'adversaire, ou bien même la frustration extrême qu'engendre pas mal de shoots ouverts ratés. Donc là encore, je vais essayer de m'appliquer pour jouer le plus proprement possible. On décale Kispert
pour un très joli panier, bien mérité celui-là. Toutefois, Charlotte nous fait mal avec ce dénommé Harper. Je l'évoquais il y a quelques dizaines de minutes. Il est donc issu de la draft 2025 et il est insupportable. J'ai quelques atermoiements défensifs, mais il faut quand même admettre que Harper a démarré le match à 4 sur 4 à 3 points. Voilà, moi si je fais 4 shoots ouverts d'affilée à 3 points, je sais très bien que si j'en rentre 2, ce sera le bout du monde. À l'image ici de McDaniels en échec. Derrière, ça paye super cher puisque on va se manger encore une fois un panier de Harper. Non, vous le sentez venir ou vous le sentez pas venir? Voilà. C'est quand même super mal défendu par Cole Anthony, certes, mais 4 sur 4 à 3 points. Ok, merci beaucoup. Donc ensuite, on essaie du coup de s'accrocher. Heureusement, on a des arguments à faire valoir, malgré notre taux d'échec assez important. La picouse pour Naz Reid, qui enfin débloque son compteur personnel dans ce match. On a aussi ici la satisfaction de venir poser un bloc très spectaculaire sur la tête du fameux Harper, qu'il faut calmer d'urgence. Naz Reid s'en occupe. Mais quel scoreur fou, il me fait penser à un Cam Thomas en version totalement améliorée, ce Harper. Et le mec n'est que rookie, hein, donc ça peut devenir assez rapidement irrespirable du côté de Charlotte. La fin de match est très très serrée, assez irrespirable heureusement ici. Williams prend le rebond et claque le dunk, mais on avait réussi quand même à embêter bien Ball. Derrière, on a encore notre petite séquence où ici c'est Alexandre Sarr qui trouve l'adresse, ouf, de manière assez inespérée, pour nous faire passer devant. Il nous manque là une bonne séquence défensive. Ball qui rate, rebond pris, et en fait il est frigorifié Ball. En fait il a eu une fin de match assez difficile, notamment le 4e quart-temps, et Anthony Black vient, en plus de la petite blessure qu'il semble avoir, Anthony Black vient conclure. Après ce sera un mini fall game, et puis ce sera terminé. Donc on s'en sort pas mal. 41%, donc là par exemple j'aurais dû me taire, j'aurais pas dû trop râler, parce que 41% à 3 points, dans ce niveau de difficulté là, ça va, mais c'est quand on est à 27 ou 29% que là il y a quand même de quoi péter les plombs. Regardez le dénommé Harper, 1m98, poste 2, peut assurer aussi le poste 1, et il a C+ à 3 points. Le mec m'a quand même enchaîné 4 sur 4. Après, heureusement, il en a raté 3. Donc, en extrapolé, ça fait 10 sur 19. Mais, waouh, pas évident tout ça. Et que de difficultés tout de même pour arriver à remporter le moindre match, même contre des équipes peu huppées. Hein. Donc, c'est ça qui me fait craindre un petit peu la suite. Et justement, un test tout de suite contre les Pacers. Là, on est sur une équipe qui, a priori, doit partir vers le top 3 de l'Est sur cette saison. Le talent, on le sait, il est là. Il y a offensivement des gens qui sont capables de nous planter. Il y a 4 joueurs qui sont capables de nous planter 30 points chacun, hein, dans l'absolu. Maintenant, il va juste falloir qu'ils ne le fassent pas tous en même temps. Et c'est une épreuve que de jouer les Pacers. J'en avais déjà parlé la saison précédente, dans cette même partie, hein, où avec mes Nets, là, j'avais un mal à les affronter, et notamment Tyrese Haliburton. C'était terrible pour moi. On va néanmoins faire un très bon début de match, avec tout de suite une jolie action. Il fallait aller jusqu'au bout des 24 secondes pour avoir enfin un joli démarquage de McDaniels. On va également assister à un one-man show sans interruption de Tyrese Haliburton, mais dans ce premier quart-temps, franchement, on est pas mal du tout. On est présent en défense, on est sur les lignes de passe, et Alexandre Sarr peut conclure avec son envergure, avec ses grands pas, avec son côté athlétique surdéveloppé. Il leur fait beaucoup de mal aux Pacers, et on a même ici le bonheur de venir ajouter encore
une solution à mi-distance avec Cole Anthony qui va même se régaler en toute fin de quart-temps et planter le 3 points en pull-up derrière l'écran. Parfait. Parfait. Mais ce qu'il y a de terrible et d'à la fois super excitant avec ces Pacers, c'est que même quand vous avez 10 points d'avance, ils sont capables de les rattraper très très rapidement. Et alors, évidemment, il y a leur talent propre. On avait vu Nembhard. Là, ici, c'est leur rookie Shannon, qui à 0 degré vient tout simplement les ramener à -4. Puis il y a aussi quand même le jeu qui est assez taquin. Regardez ici la tentative de pénétration de Coulibaly, sur laquelle faute offensive est sifflée. Et puis ici, c'est carrément un écran illégal, quoi. Punaise, pauvre Naz Reid, il a rien fait, il se prend un écran illégal. Ce qui fait que, au final, ils reviennent à hauteur. Au bout d'un moment, quand on perd des ballons et quand on est troublé par ce genre d'incident, on finit par se faire passer devant. Donc, exit le beau début de match et bienvenue à ce festival offensif des Pacers. Moi, je m'accroche, j'essaie de faire ce que je peux. Après, le pauvre Cole Anthony, il peut pas défendre sur Haliburton. À la limite, Coulibaly peut le faire un peu. On se fait dézinguer par moment, c'est absolument abject. Coulibaly peut le faire un peu. Anthony Black peut aussi. Et regardez-moi, Nembhard ici, qui porte l'estocade dans cette fin de troisième quart à +6 pour ces Pacers. Heureusement, je vais chercher des lancers. Il me reste plus que ça, d'aller chercher des lancers francs. Ici, c'est Corey Kispert, qui honnêtement fait un beau match. Et en sortie de banc comme ça, peut apporter de temps en temps des minutes très très précieuses. Il l'avait déjà fait lors de la saison précédente. Et sinon, que dire quoi. Voilà, le mec il fait des pull-ups juste au-dessus de la tête de Coulibaly. Il est injouable, Haliburton. On est à -4. Il reste moins de 3 minutes à jouer. Heureusement ici, un joli système se présente à moi avec le double screen. Mais un shoot mal déclenché. Je pense qu'il fallait plutôt essayer d'aller au cercle sur cette occasion-là. Et ici, que va-t-il se passer encore une fois? Hop là, le petit j'y vais pas. Alors, celui-là, il m'a interpellé. Parce que quand même, quand tu te prends ce genre de séquence, tu dis où est-ce que j'ai pêché? Bah là, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un resserrement entre Coulibaly et Black. Évidemment, Black ne peut pas lâcher Mathurin sous menace de 3 points évidents. Vous voyez, resserrement ici en défense. Je crois même que je tape un peu pour essayer d'intercepter. Puis derrière, Coulibaly lâche le mec qui en fait s'est engouffré là où il fallait. Il est diabolique. Allez, on n'a pas dit notre dernier mot. On est comme ça, nous. On a beaucoup de résilience. Ici, c'est McDaniels pour Naz Reid, qui enfin trouve de l'adresse. Il était temps. Naz Reid qui trouve son adresse en toute fin de match. Derrière, hop là, joli contre de Black sur Haliburton. Derrière, Nembhard est ouvert, c'est terrible. Ouf. Et bien là, franchement, ça c'était un miracle. Parce que vu la nature de ces Pacers, qu'ils aient raté ce shoot, j'admets que c'est juste miraculeux. Allez, on a une balle pour ne pas faire n'importe quoi. Pas évident, ça défend pas mal. Je vais être obligé de forcer si ça continue. Fin de possession très difficile pour nous. Et j'aurais dû ressortir le ballon parce que on a été assez peu lucide sur cette action-là. En allant forcer comme ça le shoot. Il faut maintenant défendre. Haliburton a la balle. Il est pris par Coulibaly. Il est proche. Et il va réussir à glisser le petit 2 points pas loin du panier. Il peut célébrer. C'est la victoire qui les attend, ces Pacers. Alors moi, perdu pour perdu, je jette un lancer de système pour 3 points en floppy dans la bataille. Et Coulibaly qui trouve l'adresse, enfin. On revient à -2. Il faut faire un pressing assez intense. Ici, c'est une faute dans un premier temps. Parce que je me prépare éventuellement à aller dans le fall game. Et puis ici aussi, on va essayer de mettre une pression max sur le porteur de balle. C'est Haliburton qu'on va essayer ici de déranger. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Coulibaly pour Reid qui dunk. Et égalisation, 48 partout. Waouh. Là, c'est un truc qui m'arrive pas souvent. D'arriver à remonter 5 points en quelques secondes. C'est pas fréquent pour moi. Avec McDaniels, je suis Mathurin. Et puis,
malheureusement, une faute va être sifflée sur Bilal Koulibaly. Tyrese Haliburton est allé chercher les lancers au bon moment, il reste moins de 3 secondes. Ça va être tendu, surtout qu'il est adroit, le bougre. Il nous fait un récital, Haliburton, dans ce match-là. Il passe donc à +2, les Pacers. Bon, il nous reste pas beaucoup d'options. Il nous en reste une seule. Jouer le coup à fond pour les 3 points de Anthony Black. Regardez-moi ça. Ça vaut totalement un buzzer beater, parce qu'il reste 3 dixièmes. Ils n'ont pas le temps de lancer un shoot. Ils n'avaient plus de temps mort. C'est terminé. Et voilà comment on arrache cette victoire de manière mais totalement improbable. Après être passé par beaucoup d'émotions dans ce match, on est à +10, on se fait reprendre, on est dans la frustration la plus totale en subissant des fautes qui sont pas toujours sifflées. Et puis, je crois qu'elles sont aléatoirement générées par le jeu, on va pas se mentir, c'est l'IA qui gère les choses. Et puis ensuite, une ribambelle de 3 points démoralisants qu'on s'est pris sur la figure. Et avec ces Pacers, de toute façon, il n'y a aucun match qui est tranquille. Si on gagne, franchement, on peut hurler de joie, tellement c'est difficile de les prendre. Alors, Haliburton aura fait un très grand match, nous l'avons vu. De notre côté, c'est peut-être Valanciunas, même le joueur du match, tellement il a été fort en sortie de banc. On notera Cole Anthony qui a contribué, et le shoot de la gagne pour Anthony Black. Il y a à chaque fois des émotions. J'ai donc hâte d'un match sans émotion et parfaitement maîtrisé. Est-ce que ça va être pour cette fois-ci face aux Memphis Grizzlies? Alors donc ils sont légèrement Utahisés en vertu du trade qui avait emmené notamment John Collins et Walker Kessler du côté des Grizzlies la saison précédente. Mais ça reste quand même une base très très connue des Grizz avec notamment le trio Moran, Bain et Gigi Jackson. Toujours le même coach. Et puis, vous allez voir que ça va être un one-man show de Ja Morant qui est vraiment exceptionnel. Heureusement que j'ai Anthony Black dessus, parce que si c'était pas lui, je sais pas combien on en prend. D'ailleurs, quand Cole Anthony doit s'occuper de lui, c'est pas la même. J'aime bien, on a des beaux systèmes à dérouler avec les Wizards. Le jeu, il commence à être de plus en plus huilé et ça se passe très très bien. Même Derrick Jones commence à être de mieux en mieux intégré. Et voilà, tout ça, ça sent bon le bon jeu. Ici, hop, Naz Reid qui va ensuite poser un écran pour Koulibaly, lequel va le retrouver, hop, avec le petit move en passant sous le cercle. Magnifique. Il est acrobate, Naz Reid, en plus de tout le reste. Vraiment un merveilleux joueur. Après, à l'intérieur, ce serait stupide de ne pas exploiter écoutez, la grande qualité de Valanciunas. Ça, pour moi, c'est une de nos forces, d'avoir comme ça un pivot backup de telle qualité. Après, les Grizzlies proposent un joli jeu. Il est fait évidemment de sursauts, de magnifiques moves de Ja Morant, mais quand il lâche la balle, souvent il va trouver des équipiers pour des actions assez sympathiques. Ici, somptueux encore, Ja Morant qui, alors qu'on avait réussi à faire un petit écart, les ramène. Et fort heureusement, voilà, je parlais du banc juste avant, il y a Valanciunas, mais il n'y a pas que lui, il y a Cole Anthony, puis il y a aussi Kispert. Bref, on a 10 joueurs sur lesquels on peut vraiment compter. Et ça, c'est toujours vraiment précieux dans les moments dits faibles. En fait, on arrive toujours à se retrouver. Du coup, les titulaires se reposent et on arrive ainsi à pouvoir proposer des actions ensuite avec les titulaires, mais qui sont frais. Voilà, ici, Naz Reid à l'angle 0 pour clore ce match. J'aime bien, après, c'est petit pour rigoler, faire rentrer Lewis, parce qu'il est très fort au lancer franc pour le fall game. Je trouve ça amusant. Voilà, donc on a shooté en plus à 45% avec un faible volume de shoot à 3 points pris. Ça me convient assez. Si on reste dans ce rapport, un shoot à 3 points tenté pour 3 shoots au total,
Je trouve qu'on sera dans une bonne proportion et on peut viser comme ça d'être au-dessus des 40%. Si on en prend un plus gros volume, il n'est pas dit qu'on tombe pas du côté des 30%, voire même sur de mauvaises circonstances, un peu en dessous. Donc voilà, Ja Morant en extrapolé 50 points. Il a été merveilleux, on l'a dit. Et puis, nous, on poursuit notre bonhomme de chemin. On se retrouve donc à devoir enchaîner maintenant, essayer de confirmer les progrès dans le jeu et une espèce de complémentarité naissante. C'est ce qu'on va regarder ici, du côté des Sacramento Kings et de De'Aaron Fox. Et oui, il est encore là dans cette partie. Et puis, ben écoutez, on va essayer de s'appuyer sur nos forces. Voilà, tout simplement, nos forces, elles sont faciles à identifier. J'en ai déjà parlé un petit peu avant. C'est forcément le poste de pivot, où Naz Reid et Valanciunas se relayent assez indifféremment avec toujours de bons résultats. Et puis le poste de meneur également, qui nous pourvoit pas mal en points. On a beaucoup de choses positives de Anthony Black et de Cole Anthony. Voilà la petite doublette qui fonctionne bien. Après sur les ailes et sur le poste d'arrière, bah, il faut encore arriver à trouver des ajustements et progresser. Ici, je suis très satisfait d'arriver à trouver un joli shoot pour le petit Keyshawn George. Ensuite, vous voyez, séquence défensive ici, où on n'arrive pas à empêcher le shoot à 3 points. Jusque-là, on avait bien défendu, et puis là, à ce moment-là, on a un tout petit peu craqué sur cette possession. Un énorme shoot de la part de Issangue. Derrière, le alley-oop pour Derrick Jones. Ça doit normalement devenir une petite institution pour nous. McDaniels à 3 points, alors qu'on attendait peut-être une passe de décalage vers l'autre côté. On se détache en fait dans ce match. Excellente intervention défensive d'Alexandre Sarr qui illustre pas mal la tendance de ce troisième quart-temps. Puis en quatrième quart-temps, quand même, ça s'est un peu resserré. Des fois, je me demande si le jeu ne fait pas en sorte de resserrer les débats juste pour renforcer l'intérêt du match, je sais pas. Toujours est-il que ici, hop là, on va nettoyer cette possession et finalement aller terminer avec Anthony Black de près. Et finalement, les Kings ne reviendront pas. Après, ce sera du fall game et donc peu d'intérêt. On a shooté à 38% à 3 points. On continue dans les mêmes standards, je dirais, avec toujours pas mal de points dans la raquette par rapport à l'adversaire. Ça, c'est parce qu'on a nos séquences de pick and roll qui sont assez rémunératrices. Après, que ce soit Valanciunas ou Reid à la finition, ou plus souvent même le porteur de balle, hein, faut quand même le dire. Alexandre Sarr a fait un bon match, et puis c'est toujours rassurant parce que l'utilisation de Sarr et de Coulibaly ne coule pas de... Ça ne vient pas tout seul hein, pour moi. Alors je l'ai dit, un bon match statistique au niveau des rebonds et des passes, mais après on a été un peu en disette offensive, mais bon, il apporte sa présence. Je crois qu'il faut... Bon, après aussi on a eu une énorme défense. Hein. Les pourcentages adverses sont calamiteux. C'était un match très défensif, encore une fois. Il faut que j'apprenne à mieux jouer avec Coulibaly et avec Sarr. Voilà, c'est à peu près les deux axes principaux de progrès que j'ai à faire. Je n'arrive absolument pas à tirer offensivement la quintessence de ces deux joueurs. Donc c'est assez gênant. Ensuite, premier match de NBA Cup. Donc ça c'est un vrai rendez-vous face à Giannis et ses Bucks. Et également face à Damian Lillard, ne l'oublions pas. Donc là j'aimerais bien, c'est comme ce que je vous disais dans l'épisode du Jazz, j'aimerais bien pouvoir jouer un petit rôle dans ce NBA Cup. Alors je sais pas de quelle équipe ça viendra, mais si ça pouvait venir des Wizards, franchement, ce serait pas de refus. On se souvient avoir fait un joli parcours avec les Nets la saison précédente. Et puis, ben voilà, donc Giannis, qu'est-ce qu'on fait face à Antetokounmpo? Alors, c'était une vraie expérience enrichissante avec Alexandre Sarr, hein, de devoir défendre sur Giannis. Attention, il y a pas mal de pull-up à 2 points. Cette équipe des Bucks a moins shooté à 3 points que ce que je pouvais m'y attendre, même si par moment, hop là, ils s'exécutent. Et le début de match est très nettement à leur avantage. Ici Middleton qui va également réussir son shoot avec un peu de chance. Et puis donc, on va nous pêcher à des moments offensivement.
Et du coup, ça offre mécaniquement des ballons de contre-attaque pour, ici, Gary Trent à l'angle 0. Ça commence à sentir le roussi parce que on défend mal cette possession et on va se retrouver, vous voyez, à moins 10 à l'aube d'entamer le troisième quart-temps. Néanmoins, on a toujours de la ressource, et tant mieux. Et cette ressource, elle s'exprime souvent par Anthony Black, voilà, ici, à l'angle 0, lui aussi. Et on va avoir en fait une super bonne séquence en troisième quart. Ici, Yanis à la balle. Il faut absolument couper le chemin du cercle pour Brook Lopez, qui a été bien trouvé par Yanis, mais c'était pas suffisant. Ici, après, hop, petite pause d'écran pour Sarr. Derrière, Black termine tout seul, c'est préférable. Pas commencer à remettre en jeu les autres en faisant la passe à Alexandre Sarr. Derrière, McDaniels pour son petit spécial à 45 degrés. Et on a recollé. Incroyable mais vrai. On a recollé au score ici. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Et on a même Cole Anthony qui, ici, est capable d'aller chercher le panier avec la faute pour un lancer franc qui nous ferait passer devant. Encore faut-il le rentrer. Je commence à avoir de mieux en mieux en main les timings de shoot au lancer franc de Cole Anthony et de certains autres aussi, mais notamment de Cole Anthony. Le pull-up de Yanis, encore une fois, étrange. Moi, j'imagine plus Yanis dans mon monde écraser la balle sur le cercle et percuter son adversaire direct en attaquant le panier, mais il le fait à des moments, mais je trouve qu'il pull-up pas mal à 2 points. Derrière, hop là, c'est rendu, pas de souci. C'est toujours signé Cole Anthony, qui fait encore une fois un gros match offensif. Derrière, Lillard en échec, qui est un peu forcé quand même. Grosso modo, ici, on est sur une bonne période où défensivement, on tient quand même pas mal la route. Ici, on va, hop là, contester encore une fois. Pas mal joué pour Corey Kispert. Ici, je fais gaffe à la coupe vers le cercle de Brook Lopez, mais le 2 points long, le Middleton était rentré. Et là, il nous faut une action pour revenir, parce qu'insidieusement, on s'est fait reprendre alors qu'on était revenu. C'est Alexandre Sarr, ici, à 3 points, qui nous ramène égalité à 2 minutes du terme. À partir de là, quelques fautes provoquées ici et là. Yanis a provoqué pas mal de fautes chez Alexandre Sarr. Mais ici, on n'est qu'à 1 point après ce petit échange de lancer franc. Hop, on rend la balle à Naz Reid près du cercle. Brook Lopez un petit peu en retard. Et on passe 1 point devant. Ici, hop, le petit pull-up encore une fois, regardez, pour Yanis, qui ramène. On avait eu 2 lancers francs entre-temps et une possession tuée. Donc on est à +1, il reste 40 secondes. C'est le moment ou jamais de provoquer quelque chose, un floppy pour le jeune George. Voilà, ni plus ni moins. Et regardez ce qui va se passer. Middleton pris dans l'écran. Et Keyshawn George qui artille. Alors là, franchement, s'il confirme ce vrai beau profil de 3&D, le petit George, je sens qu'on va vraiment être copains. Hein, parce que ce sera vraiment très 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 précieux dans cette équipe-là. Je n'ai besoin que de ça, des 3&D. À partir du moment où j'ai de très bons meneurs, 2 très bons pivots, il me faut vraiment, après, en plus, pour pouvoir se permettre le luxe de ne pas encore bien maîtriser que ce soit Koulibaly ou Sarr dans leur utilisation offensive, parce que défensivement, il n'y a pas de problème, les deux sont vraiment très bons, mais il faut que offensivement, j'arrive à mieux les exploiter. J'ai l'impression d'y arriver un peu mieux avec Sarr qu'avec Koulibaly. Donc voilà, il faut faire de gros progrès avec Bilal. Et puis, voilà, après, en termes de bilan, on a fait un super match. Hein. On reprend 10 points d'écart. Anthony Black a été, encore une fois, savoureux. Et de toute façon, c'est que du bonheur, hein, ce joueur. Il fait un très beau match avec 21 points et 14 passes. Après, on a Naz Reid, toujours aussi précieux, que ce soit à mi-distance, que ce soit près du cercle, que ce soit au rebond, que ce soit à 3 points. Donc, quand Naz Reid est dans un bon soir, honnêtement, ça fait des ravages. Et puis, la mention pour Cole Anthony en sortie de banc pour sa sublime performance à 27 points en 19 minutes. Excusez du peu. En face, Yanis a fait un chantier, mais Lillard a peu eu le ballon. En fait, dans le taux d'utilisation, ça a été beaucoup monopolisé par Antetokounmpo. Et voilà, comment on arrive à 6 victoires et 0 défaites. Alors,
Ne vous inquiétez pas, on va rencontrer des problèmes dans très peu de temps. En fait, on va rencontrer ici même, au moment de recevoir ces Detroit Pistons, c'est le backcourt Cade Cunningham et Ivy qui va nous donner du fil à retordre. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, a priori, on arrive avec beaucoup de confiance. On a en face de nous un pivot assez dangereux, Jalen Duren, puisqu'il est assez athlétique. On a Osar Thompson, qui est quand même un super défenseur. Et puis, on a Harris, auquel il ne faut pas laisser beaucoup d'espace. Donc voilà, ça fait tout un programme. Heureusement, Alexandre Sarr commence ici avec un 2 points long sur une passe de Bilal. J'aime bien les systèmes de Washington, ils sont plutôt cool. Ici, punaise, passivité défensive qui va, comment dirais-je, amorcer le festival à la fois d'attaques inefficaces, voire catastrophiques, et également de paniers faciles pour l'adversaire, à l'image de ce ballon perdu et cette offrande pour Cunningham. Ici, pareil, horrible passe, Derrick Jones, vraiment cata, et Ivy qui vient sanctionner de manière très spectaculaire. Il passe devant, et en fait, on reviendra jamais. Je vais vous montrer comment. Ici, pareil, on laisse passer dans le dos Stewart jusqu'au cercle. C'était signé Naz Reid, cette mauvaise défense, pour une fois. Ensuite, d'où l'intérêt de contrôler le pivot, quand on est le joueur humain, parce que sinon, on va se prendre ce genre de cut. Voilà, tiens, fin des 24 secondes. Voilà, une possession tuée pour nous, encore une fois. Et puis, toujours Cunningham à la baguette. Tout rentre. Nothing but net pour Cunningham et pour Ivy. Sur toutes leurs tentatives ici, pareil. Je veux dire, à quel moment Carrington a essayé de défendre sur Ivy, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'en a pas donné l'impression. Ça va être comme ça un festival d'adresses. En plus, comme de notre côté, on est inefficace offensivement, eux, ils vont vraiment se régaler. 2 secondes, 1 seconde. On se débarrasse du défenseur. Blam, pull-up, 2 points, swish. Donc voilà, très dur à vivre. J'ai pris un gros coup sur la tête dans ce match-là, parce que je pensais que j'arrivais à jouer avec ces Wizards. Je pensais que j'étais même arrivé plutôt à être pas mal. Mais en fait, la vérité, c'est que non. C'est que pas du tout, parce que quand on est capable de prendre une telle déculottée face aux Pistons, même si les Pistons, c'est quand même pas non plus une équipe ridicule, elle est émergente, et leur projet finalement de construction, il est pas au stade 0, loin de là, mais voilà, la maladresse, et puis regardez, Tobias Harris va venir mettre un point final à notre calvaire, histoire de nous faire encore un petit peu plus mal, avec le friendly roll sur le cercle. Ils ont shooté seulement à 35% à 3 points. Moi, j'ai eu l'impression que c'était du 80%, tellement il faisait mal, en fait. Voilà. Il y a l'adresse globale, et puis il y a aussi à quel moment, en fait, on vous rentre les paniers, dans quelles circonstances. Rebond offensif, on a pris 0, alors qu'honnêtement, eux, ils en prennent 4, et à chaque fois, c'est des points pour des points de seconde chance. Donc voilà, un bilan assez amer, où notre 5 majeur, entre guillemets, aura eu peut-être l'adresse la plus calamiteuse de toute son année. Voilà, le cumulé, je vous le fais pas parce que j'ai pas envie de me tailler les veines. Et en face, un festival signé Cade Cunningham. Allez, on passe à la suite. J'ai simcast plutôt, le match des Bulls dans la foulée. Donc on a gagné, mais on perd beaucoup plus gros que cette victoire. Vous avez bien compris, blessure sérieuse d'Alexandre Sarr. Tendinite du genou gauche, 6 à 8 semaines, donc ça c'est quand même une absence qu'il faut essayer de gérer, parce que sans cela, on va vraiment avoir du mal. Faut pas faire comme s'il allait revenir dans 2 semaines, honnêtement. Donc je décale McDaniels, j'implique davantage le petit George, c'est ma première tentative en tout cas, on fera ça. Et puis si on voit que ça fonctionne pas bien, eh bien on fera autrement. On impliquera peut-être davantage de minutes pour Baldwin, mais parce que si j'ai gardé Baldwin, Lewis et Holmes, c'est aussi pour les faire jouer quand j'en ai besoin. Mais donc, a priori, voilà comment on va continuer la saison, c'est-à-dire sans Alexandre Sarr. Bon, je sais pas, 6 à 8 semaines, des fois ça peut être 2-3 semaines, ou ça peut aussi en être 4, on verra bien. Voilà, et puis d'ailleurs, là, regardez qui on va retrouver tout de suite, nos amis
des Pistons. Impossible donc de ne pas croiser le fer avec ces Pistons, parce que l'humiliation, quand même, on a encore les fesses toutes rouges de quelques jours plus tôt. Donc, puis aussi, j'ai envie de tester McDaniels en 4 et plus de temps de jeu à Keyshawn George. Donc, écoute, on va voir. Et puis, en face, on notera tout de même que Ausar Thompson semble blessé, puisqu'il n'est pas dans le 5, et on voit Fontecchio à sa place en poste 3, donc c'est amusant. On a finalement deux opposants au poste 3 qui ne jouent pas souvent titulaires. Et donc, voilà, ça démarre comment? Ça démarre forcément par de bonnes défenses et par parfois même une petite conversion par un panier relativement facile sur la contre-attaque. Ensuite, un peu d'adresse, ça fait jamais de mal. Ici, c'est Corey Kispert qui va ici, voilà, dans un fauteuil. Vraiment, il est mal défendu. Fontecchio était pris dans un écran. C'est parfait. Et puis, derrière, par contre, on a quelques oublis. Ça commence un petit peu je sais pas, à déconner, quoi, tout simplement. Valanciunas, ici, je sais pas trop ce qu'il a fait. C'était un peu horrible. Ici, le shoot est plus contesté, parce qu'ils ont fait rentrer un petit jeune, là, qui court tout de suite au cercle et qui, avec beaucoup de maîtrise, vient les faire passer devant. Donc, on a l'impression d'avoir maîtrisé notre début de match. Puis en vérité, pas du tout, parce qu'au score, on est en train de se faire mener. Ici, Tim Hardaway, splendide à mi-distance. Et on aura même Jaden Ivey, ici, hop, pas le moins du monde contesté, profitant d'un super écran posé juste avant, qui va s'amuser. Ici, hop, action un petit peu pittoresque. Naz Reid ramasse la balle qui traîne, il va vite se positionner, il recule derrière la ligne et hop là, selon sa gestuelle si particulière, il va nous faire passer devant en troisième quart-temps. C'est un chassé-croisé, on l'a compris. Ça passe devant l'un puis l'autre. On a même ici une autoroute pour Cunningham. Anthony cherche à prendre le même style d'autoroute, mais lui, non, ça se rebouche, donc c'est mieux défendu. Ces Pistons, ils ont une identité qui est quand même assez sympa. Donc voilà, Money Time, 2 minutes à jouer. Hop là, on se demande comment il le met, et en plus, il obtient la faute. Cunningham ici, sur ce drive. Donc facile, 2+1. Ils ont 3 points d'avance. Derrière, il va y avoir une action assez bizarroïde, où le ballon reste comme ça, bloqué sur la planche, et en plus on commet une faute. On était déjà dans le fall game, en fait ils étaient dans le bonus, donc voilà, c'est pas terrible d'offrir toutes ces opportunités. Tiens, contre-attaque peut-être, les lancers francs ratés, c'est une opportunité exceptionnelle pour aller se frayer un passage vers le cercle. Ivey n'a pas pu contrer en puissance Keyshawn George, et après voilà, j'ai ici une possession un petit peu difficile. Non, c'était pas George, c'était Koulibaly, autant pour moi. Ici, possession un peu difficile, suivie d'une défense calamiteuse, on aurait dit Valanciunas en première mi-temps. Il y en a quand même eu 2 sur ce match. Je reconnais pas mes Wizards. Et derrière, oulala, a failli se faire intercepter. Et on passe 1 point devant à 15 secondes de la fin. C'est un vrai miracle. Miracle signé Naz Reid. Bon, il a eu des oublis défensifs, mais on va lui pardonner. Le shoot de la gagne. Oh là 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 là. Ballon miraculeusement récupéré. En tout cas, Duren n'a pas pu remonter pour la mettre. Et Cunningham a raté de peu ce qui aurait été normalement le panier de la victoire. Et j'ai l'impression de m'en sortir un petit peu comme un voleur, avec un petit 45% à 3 points. Pas vilain celui-là. En face, ils ont été moins adroits. Et on a légèrement dominé le rebond. Bon, mais c'est surtout parce qu'en fait, on a égalisé au niveau des rebonds offensifs. Et puis Naz Reid a fait la différence sur l'adresse, en fait. Un match gagné sur l'adresse. Faut dire que le précédent contre les Pistons, on avait été d'une maladresse aussi assez indigne. Voilà, puis sinon, en face, Duren a fait un super match. Les deux extérieurs se sont fait pourrir la vie au niveau de l'adresse. Et puis, chez nous, on notera quand même la jolie contribution de Derrick Jones
en sortie de banc qui a magnifiquement pu scorer quand Anthony distribuait des passes. Dernier match du jour à présent, c'est le deuxième donc, qui compte pour la NBA Cup et pour la saison régulière. Donc double raison d'essayer d'aller le gagner. Toujours face aux Sixers, je dis toujours parce qu'on les a déjà joués en premier match de la saison. Et c'était plutôt pas trop mal passé. Donc on va essayer de voir si on peut faire durer leur méforme. Alors c'est quand même dangereux. Et puis à ce stade-là, vous voyez, je joue une dizaine de matchs avec cette équipe. Je commence à comprendre quelles sont les erreurs que je dois pas commettre. Après, ça veut pas dire que je les commets pas. Mais il y a des erreurs assez particulières à ne pas commettre. Regardez, quand Tyrese Maxey profite ici d'un boulevard dans la non-défense intérieure de Derrick Jones ou Valanciunas. Après, pour un joueur qui va avoir 35 millions dans pas si longtemps par saison, il est innommable que je n'arrive pas à exploiter Koulibaly même au lancer franc. Bon, après, j'en mets un, mais j'en rate, c'est pas normal. Ensuite, sur le jeu défensif, toujours, vous voyez, ici, on résiste pas trop mal, mais derrière, le ballon ressort parce qu'on n'a pas su sécuriser le rebond. Et puis, on se retrouve mené alors qu'on pourrait être totalement devant. Après, attention, George qui fait faute sur George. Oui, ça, à la limite, je vais vous le dire, il est encore jeune, le nôtre, et c'est logique qu'il se fasse quand même un peu prendre en 1 contre 1 par Paul George. Ici, encore une action un petit peu limite, où le ballon va échouer dans les mains de Joel Embiid, un petit peu par miracle. On n'arrive pas à sécuriser ce rebond, encore une fois, ça manque d'écran retard. Prend des shoots parfois en fin de possession qui sont pas ouverts, tout simplement, et derrière, en plus, ça se paye cash. Aïe, 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 aïe. Ça commence à être pas bon, là, on fait une série d'erreurs, là. Série d'erreurs, plus en plus de la maladresse, quand même, faut le dire, parce que quand c'est ouvert comme ça, Kispert, en général, il met dedans. Après, à la force du poignet, on arrive un peu à revenir, mais c'est là que Joel Embiid monte le curseur, tout comme Maxey l'avait fait un petit peu avant lui. On a ici encore, voilà, ouf, une bonne défense. Et on va demander à Cole Anthony d'aller cueillir les bénéfices, voilà, de cette défense. Vous voyez, il y a eu une accumulation d'erreurs de ma part dans ce match-là, et du coup, ça sent très mauvais. Et ce, d'autant plus que, regardez, sur l'écran posé par Embiid, c'est McCain qui va planter ce qui doit être forcément le dagger de ce match. Alors, perdu pour perdu, je tente des choses et je lâche des shoots à 3 points. Celui-là était ouvert, c'est normal qu'il rentre. Au bout d'un moment, mince, on ne peut pas non plus avoir de la malchance tout le temps. Derrière, on essaie de défendre en empêchant notamment Jojo Embiid de prendre la position, mais on vient en aide du coup sur Maxey. Parfait. On va là encore essayer de shooter à 3 points. Je pense que là, il le faut avec 6 points de retard. Alors, c'est un peu Glooby-Boulga là à l'instant, la séquence. McDaniels qui joue en pick and pop. Il décale pour Koulibaly. Regardez. En fait, Koulibaly, peut-être qu'à des moments, j'arrive pas à le gérer, mais il y a des moments où il est clutch. Donc c'est quand même pas tout négatif tout ça. Après, encore une fois, il faut défendre sur Jojo. Pourquoi est-ce que vous voyez Jojo fatigué ? Tout simplement parce qu'ils l'ont quasiment jamais sorti du terrain. Donc forcément, à un moment donné, ça se paye. Ici, on va essayer d'y aller par le 2 points, parce que je me rends bien compte que j'ai mis 2 fois 3 points. Donc je ne vais certainement pas réussir un 3e 3 points d'affilée. Je suis obligé de jouer par les 2 points. On essaie de presser sur la balle, mais ça marche pas. Il y a 4 secondes de différentiel entre l'horloge des 24 et la fin du match. Donc il faut attendre paisiblement que Maxey daigne lancer une action. Attention à Joel Embiid, ça va, il a été bien suivi par Naz Reid. Attention, on a un peu de retard, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ouf, c'est raté. Temps mort immédiat, il reste 3 secondes 2. On était assez loin et on a encore une balle de match. À qui je vais demander de jouer cette balle de match à votre avis? Évidemment Anthony Black, regardez. Waouh, incroyable. Voilà, c'est bon moment d'émotion ça, quand on réussit ce genre de truc. C'est vraiment
chanceux d'un côté. Bon, attends, il reste une seconde quand même. On va se méfier. Des fois que je suis en train de crier victoire trop vite. Il faut surtout surveiller la prise de balle et le shoot immédiat. Ça va. On a gêné Joel Embiid. S'il le met là avec 2 mecs dans le slip, c'est juste pas possible. Ouais, donc assez improbable ce retournement de situation parce qu'en définitive, on leur a collé un... C'était quoi? Il y avait 9 points, il me semble, ou... Non, il n'y avait pas 9 points. Il y en avait bien 7 vers là. Donc on leur a collé une grosse séquence à la fin, mais je crois que c'est pas si chanceux que ça en un sens, parce que ça correspond à une surutilisation, regardez, de Joel Embiid, 41 minutes. Forcément, lui comme Maxi sont à 7 sur 24, c'est-à-dire que Maxi il a été bien défendu, parce que lui il peut jouer 40 minutes, hein, Maxi, il n'y a pas de problème. Et Anthony Black passe un petit peu à côté de son match offensivement, mais se rattrape avec le quasi buzzer beater à 1 seconde près. Donc, après, le banc continue à contribuer. C'est un peu la force de cette équipe, on l'a compris. Hein, c'est cet équilibre entre les joueurs qui démarrent ou qui finissent et les joueurs qui assurent les autres minutes pendant le match. Donc, les rotations sont quasiment au niveau des titulaires. Et puis, tiens, situation à l'Est, ce sont les Knicks qui sont en tête, mais on n'est pas trop mal placé, normal. Et puis je veux dire un mot également de cette équipe avec laquelle on était en balance pour ce qui est de faire un choix de partie. C'était les Nets, hein, l'année précédente. Les Nets, eh bien, ils ont eu des petits désagréments en ce début de saison au niveau des blessures, ce qui fait qu'actuellement on a un 5 Russell, Dick, Reddish, Johnson, Claxton. Ça va, hein, ça voyage, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Whitehead, Zaire Williams, le petit Fierce, c'est un rookie, Watford, Clooney et Sharp sortent du banc. Keon Johnson et Shake Milton n'ont pas encore trouvé vraiment de minutes, mais surtout Jimmy Butler et John Isaac sont blessés tous les deux. C'est dommage parce que avec Jimmy Butler comme franchise player, je pense que cette équipe des Nets, elle peut vraiment être pas mal. Il y en a encore pour un moment, hein, ils se sont blessés assez sérieusement, hein, les Nets. Il y a eu un moment assez épique à OKC, là où on a réussi à les taper à la toute fin. Et puis, c'était ce game winner-là, voilà, avec Cameron Johnson. Donc voilà, ça se passe pas mal quand même, malgré les blessures, l'équipe est bonne. Et puis, sinon, si on regarde un peu en bas de l'Est, eh bien, Sixers vont pas bien, Orlando va pas bien, Hornets va pas bien, et surtout Miami ne va pas bien du tout. En même temps, perdu Jimmy Butler, eh ben, il faut ce qu'il faut, hein, voilà. Donc je vous dis à plus pour la suite des aventures de ces Washington Wizards, pour lesquels, vous voyez, en fait, j'ai joué une certaine continuité, et je trouve que c'est assez sympa comme ça.